De façon générale, quand vous regardez tous les objets que vous voyez sur ces stands, que ce soit des robots, des capteurs, des télécommandes, etc., si vous réfléchissez, vous vous apercevez qu'elles sont extrêmement différentes dans leur forme, elles communiquent différemment, certaines avec de la radio, d'autres avec du Wi-Fi, etc. Réfléchissons 2 secondes, quel est le point commun à tous ces objets, tous ces robots? En y réfléchissant un petit peu, je dirais qu'il y en a 2. Il y a 2 données communes que tous ces robots remontent lorsqu'elles échangent de la donnée. Il y a l'heure et la géoloc. Donc la géoloc, je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans nos vies de façon totalement intuitive et naturelle. On s'en est pas bien aperçu, mais si on regarde dans le temps, c'est assez récent. Google Maps est sorti aux États-Unis en 2004, en France en 2005. Donc il y a eu une accélération de l'entrée dans notre vie de la géoloc à partir de cette date-là. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géolocalisation, vous savez que vous avez différentes façons d'être géolocalisé. Donc la façon la plus connue, c'est ce qu'on appelle le GPS, qui est un système de satellite qui géolocalise en fait un récepteur qui est dans votre téléphone. Vous savez que l'Europe est en train de lancer un système concurrent du GPS, non sans difficulté, qui s'appelle Galileo. Ce qu'il faut savoir également, bon déjà les Russes ont un système concurrent qui s'appelle GLONASS. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que dans le téléphone, Olivier, si tu peux montrer ton smartphone. Oui. Voilà. Lequel? Celui-là, il va bien. Ouais. Voilà. Donc dans un téléphone comme ça, vous avez une puce GPS, une puce GLONASS, bientôt une puce Galileo. Il faut savoir que vous avez également un système radio qui analyse en permanence le système des antennes Wi-Fi et des antennes du réseau opérateur autour de vous et vous localise. Et il faut savoir enfin que vous avez à l'intérieur une boussole, donc un capteur électromagnétique qui en permanence calcule le champ magnétique terrestre. Et grâce à cette technologie, un certain nombre d'entreprises ont développé des solutions de géolocalisation dans les bâtiments. Voilà. Donc notamment des solutions de contexte actuel. Donc la géolocalisation n'a plus de barrière, à l'extérieur, à l'intérieur, dans les hôpitaux, éventuellement pour pouvoir contrôler la disposition d'un certain nombre d'équipements qu'on a perdus, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que si je cherche un ami, que ce soit dans ce palais ou aux Galeries Lafayette à Paris, je pourrais le retrouver beaucoup plus facilement si on a chacun un téléphone équipé. Par exemple, alors les fonctions, c'est vous pouvez effectivement retrouver quelqu'un ou quelque chose que vous avez perdu, ça existe déjà, vous avez déjà des porte-clés qui permettent de le faire. Vous pouvez sécuriser à l'accès à une zone, vous pouvez optimiser un certain nombre de processus, par exemple. On travaille avec un projet avec Google sur l'assureur et l'assisteur Alliance pour géolocaliser une scène d'un accident et permettre une intervention plus rapide de dépanneurs. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, dans les voitures qui sont dans le commerce, les véhicules neufs construits dans le commerce depuis 2000, vous avez un capteur vous avez un emplacement pour placer un capteur qui est capable de remonter un certain nombre d'informations, non seulement la géolocalisation, mais la température du moteur, etc. Donc vous pouvez imaginer tout un tas de services basés sur la géolocalisation et d'autres données. Le siège d'Aldébaran est à Paris, à limite frontière Paris-Issy-les-Moulineaux. Toute la R&D est faite en France. Voilà, toute l'innovation est faite en France, après la fabrication est faite en Asie et puis nos capitaux sont étrangers, mais vraiment toute l'idée, toute la vision, toute l'inventivité, toute la créativité est française. Ces robots qu'on va nous vendre, donc à partir du mois de février, je crois que ça va coûter 2000 $, qu'on va nous vendre pour nos foyers, qu'est-ce qu'ils vont faire? À quoi ça va servir? Est-ce que c'est un gadget à 2000 $ ou est-ce que ça va changer ma vie? C'est un robot que SoftBank voulait pour ses boutiques, donc la destination première de ces robots c'était d'accueillir du public dans leur boutique, attirer du monde, accueillir, présenter les produits, orienter les gens dans une boutique. Je peux témoigner en ce moment à Tokyo, pour que ce soit très concret, dans les boutiques de cet opérateur, imaginez vous allez chez SFR, Orange ou Bouygues, vous avez ce robot qui est dans les plus grandes boutiques SoftBank de Tokyo, on le croise partout, avec des animateurs qui font la transition avec le public. Et donc c'est des gens en activité dans les magasins. Absolument, voilà. Donc ça, c'était une grande première. Donc SoftBank cherchait des robots pour interagir avec les gens. Et ils ont vu qu'Aldébaran était le seul à faire des robots humanoïdes pour interagir avec les gens. Pas pour faire sauter à cloche-pied, par exemple, c'est très difficile, mais voilà, pour vraiment interagir avec les gens. Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont choisi comme partenaire et on a développé ça. Donc première étape pour Pepper,
accueillir les gens, être au contact du public. Et ça, c'est vraiment une première, parce qu'en général, les robots, ils sont cachés derrière des grilles, ou alors ils interagissent avec un opérateur expert. Là, n'importe qui peut communiquer, interagir, parler, discuter avec un robot. Et l'étape d'après, c'est que cette communication de tous les jours qu'on a avec le robot, on l'a chez soi. Et c'est pour ça que SoftBank a dit, après en avoir mis dans mes boutiques, les gens seront habitués, connaîtront ce robot-là, et ils voudront l'avoir chez eux. Alors au début, c'est vrai que ça aura un petit côté distraction, un petit côté gadget. Ce robot, il faudra inventer l'usage qu'on veut en faire. Et donc il faudra que les gens, soit ils se programment eux-mêmes les applications dont ils rêvent. Pour ça, on va offrir des moyens de programmation très simples, des moyens graphiques. Ou alors ils iront chercher sur un store qui offre des applications, les applications dont ils ont besoin. Et là, ça sera des applications qui rappellent les rendez-vous, qui rappellent qu'il faut appeler à une personne âgée. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ton fils, si on l'appelait ensemble. Ça peut être un moyen de lire les mails pour une personne âgée, ou alors au contraire le robot qui vient te chercher, tiens, tu as reçu un SMS, mais ton téléphone est à l'autre bout de la maison, moi je te le dis. Voilà, donc ça va être un compagnon qui va nous tenir, qui va être présent auprès de nous pour nous amener le monde numérique au plus proche de nous. Pour nous, c'est très important de voir que physiquement, les robots sont accessibles, les robots humanoïdes ne sont pas cachés, ils sont là, ils sont à votre portée, vous pouvez les voir, vous pouvez jouer avec eux, vous pouvez leur parler, et même vous pouvez voir comment ça marche à l'intérieur. Et c'est ça qui est très important. Quand on voit une machine comme Asimo, moi je la trouve magique. Je dis, c'est voilà. Et on a vite fait après de dire, waouh, mais alors où cela s'arrêtera-t-il? Et bien en fait, si vous allez à l'intérieur, c'est ce qu'on vous propose de voir à l'atelier, vous allez voir comment marche un robot, comment réfléchit un robot, et vous verrez que ça n'est qu'une machine, ça n'est que comme un ordinateur, une grosse calculatrice. Vous avez des données, vous les traitez et vous faites un geste. Voilà, un robot, ça n'est que ça. Au centre hospitalier de Beauvais, nous avions une problématique qui était le transport des postes de chimiothérapie. Il faut savoir que la pharmacie est distante des services qui dispensent la chimiothérapie de 200 mètres. Donc ça fait 400 mètres aller-retour. En 2012, quand on s'est posé la question, nous dispensions jusqu'à 60 postes de chimiothérapie par jour. En 2014, nous en sommes à 80 voire 100 par jour. Avant QCBot, avant Diane, Diane est un QCBot, je le précise, qui est né à Boston et qui est distribué en Europe par Pharmed. Ça veut dire quoi un QCBot? Je ne pourrais pas vous dire, je suis désolée. C'est leur diminutif à eux. Voilà. C'est des gens du MIT qui l'ont développé. D'accord. Voilà. Elle ressemble à ceci, c'est elle. Donc elle n'est pas humanoïde. Oui, parce que vous me dites c'est un robot. Moi, je vois un chariot. Non, alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chariot? En quoi c'est un robot? Elle se déplace toute seule, en fait. Donc c'est l'autonomie, c'est ça la magie, la magie des robots. Avant Diane, c'était une aide-soignante qui passait un temps plein à faire les allers et retours entre la pharmacie et les services de soins. Et ça a été jusqu'à 30 allers-retours par jour. Donc c'était de la pénibilité, j'imagine? C'était de la perte du temps, de ce qu'on appelle du temps patient, c'est-à-dire qu'elle n'était pas auprès des patients pendant qu'elle faisait les allers-retours. C'était des arrêts de travail répétitifs. Avec l'arrivée de Diane, les services se sont réorganisés et de 30 allers et retours, on est passé à 11 allers et retours. Et l'aide-soignante qui faisait les allers-retours est maintenant auprès des patients, elle les accueille, elle leur parle. Quand on a des pathologies aussi lourdes que ces pathologies-là, on a besoin de parler. Elle leur propose un café, enfin bref, elle est aux côtés des patients, elle est retournée à son cœur de métier. Comment est-ce que vous bossez avec Diane? Comment vous interagissez? Est-ce qu'elle arrive? Vous lui mettez les poches de liquide? Elle est stationnée au niveau de la pharmacie. Quand les poches de chimiothérapie sont prêtes, les pharmaciens mettent simplement les poches de chimiothérapie dans Diane. Diane est sécurisée, c'est-à-dire que c'est avec leur badge professionnel qu'ils allument Diane, on va dire. Ils disent, c'est tout tactile. Donc sur l'écran, ils choisissent le service dans lequel Diane doit aller de livrer les poches de chimiothérapie. Donc il y a une interface qui ressemble à une tablette, comme un iPad? Tout à fait, comme un iPad. Ou une tablette Android, allez, on parle de c'est tout le monde. 2 clics, ils sélectionnent les services et Diane part livrer ses poches de chimiothérapie. À savoir que les chimiothérapies, c'est quand même des produits pharmaceutiques, donc ils ne doivent pas tomber, donc avec Diane, ils ne tombent pas. On a des produits qui doivent être dans un système réfrigéré, donc on peut mettre une boîte réfrigérée dans Diane, il n'y a pas de souci.
et elle met 7 minutes pour faire la pharmacie, les services qui les dispensent les chimiothérapies. Donc c'est très rapide. Furo est un robot d'accueil, c'est une hôtesse d'accueil robotisée qui est un mélange entre une tablette tactile, une borne interactive et un ordinateur qui se déplace, auquel on a ajouté un visage. Il faut imaginer donc une machine d'1,50 m qui se déplace, qui a une forme humanoïde, avec un grand écran, sur lequel on va pouvoir délivrer de l'information, accueillir des visiteurs, et puis tout simplement fournir un service d'accueil dans des lieux publics. C'est une machine qui est en service depuis maintenant presque 2 ans, dans des lieux publics, notamment en Asie, dans des centres commerciaux. Vous avez cité l'exemple des musées, mais il est aussi en service dans des hôpitaux pour accueillir des visiteurs. Il est aussi en service dans des aéroports en Amérique du Sud. Il est en service dans des magasins, tout simplement pour fournir de l'information à des visiteurs. Et on a une machine de compromis qui permet de renseigner des visiteurs, pas simplement à l'endroit où la machine serait localisée, puisqu'on a une machine qui est mobile, on va pouvoir aller à la rencontre des clients et donc fournir ce service de la manière la plus naturelle possible. Le deuxième élément, à part la mobilité, c'est le visage, qui va permettre de doter le robot, en tout cas la machine, d'une personnalité, et donc avoir une interaction qui n'est plus simplement mécanique ou informative, mais aussi un petit peu émotionnelle, puisque le visiteur va pouvoir recevoir l'information sur la tablette comme s'il a l'habitude de le faire, et on a beaucoup de gens qui sont familiers des tablettes, mais aussi, comme c'est parfois le cas, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec des tablettes ou des téléphones portables, et à ce moment-là, ils pourront se faire guider très naturellement par ce visage qui va leur parler et qui va les inviter à utiliser et les renseigner, utiliser l'information de la manière la plus classique possible, pas avec un interlocuteur humain, mais au moins avec un personnage qui va permettre d'avoir une machine finalement qui fait sourire, qui met de bonne humeur et qui rend son vrai service. Vous, votre spécialité, c'est le robot de surveillance, le robot militaire. On va être dans le concret là. Vous avez un robot qui s'appelle Nerva. Qu'est-ce qu'il fait ce robot ? Alors, il fait beaucoup de choses parce que par nature, c'est un robot polyvalent, hein, donc ce qu'on appelle un RTP, un robot tactique polyvalent. Donc, une de ses missions, c'est effectivement la surveillance de sites, hein, par exemple. Hein, donc, c'est ce que je vous propose de détailler un petit peu maintenant. Ouais. Donc, en fait, on a une machine alors qui va reprendre les critères que j'ai cités ce matin, qui nous semblent, nous, les plus importants, toujours pour la même raison, pour aller convaincre le client, aller chercher le client. Donc, on va avoir une machine extrêmement robuste, fiable, qui va être simple d'utilisation, et dernier élément pour faciliter l'appropriation, qui va s'intégrer dans l'existant. C'est-à-dire dans notre monde qui est celui de la défense, du secours, de la sécurité, les gens n'aiment pas, peut-être contrairement à ici, n'aiment pas parler de révolution en fait, mais plutôt d'évolution. Donc nous, on fait très attention à ne pas présenter nos solutions robotisées comme étant celles qui vont révolutionner en fait les façons de faire, parce que dans de nombreux domaines, en particulier pour la sécurité, en fait, ces façons de faire, elles sont en général le résultat de longues années d'efforts et de structuration. Donc c'est impossible pour nous d'arriver en disant oubliez tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et on va vous proposer la bonne solution. Les machines vont être équipées de caméras. Nous, on a la chance de venir du militaire ou d'être en relation proche avec le domaine militaire. Donc on va utiliser des caméras thermiques, initialement issues de ce domaine, qui vont être associées à ce qu'on appelle de la détection d'intrusion. Donc on a des traitements qui vont permettre à ces caméras donc, de détecter des points chauds, hein, donc des intrus typiquement, et ensuite d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de s'assurer que l'intrus en question n'est pas un lapin ou une perdrix et qu'il y a bien matière à faire quelque chose. Donc ça c'est le mode automatique. Deuxième mode purement manuel, où cette fois-ci le robot est à la disposition des agents de gardiennage, hein, donc dans leur guérite ou dans leur zone dans leur PC de surveillance, pour aller faire de la levée de doute, c'est-à-dire confirmer éventuellement une alarme, quelque chose qu'ils auront aperçu du coin de l'œil. C'est quoi un exosquelette ? Alors un exosquelette, c'est un robot collaboratif qui a un anthropomorphisme suffisamment bien étudié pour pouvoir être considéré et pouvoir être utilisé un peu comme une combinaison mécanique. Voilà. Alors c'est quelque chose, je vais être encore plus caricatural que vous, c'est quelque chose qui me transforme en Superman en fait. C'est une sorte de structure que je porte à l'extérieur de mon corps, soit à l'extérieur au niveau des jambes, soit du torse, soit des deux d'ailleurs, si je veux vraiment être totalement Superman, C'est ça. et qui me permet d'être plus puissant.
Oui, alors Plus rapide, plus costaud, qu'est-ce que ça change? Là, je vais être obligé de séparer deux cas, hein, mais globalement, effectivement, ça vous donne plus de force. La science et la fiction? Non. Les applications médicales et les applications hors secteur médical. Dites-moi tout. Mais pour ce qui est des applications médicales, ça ne vous permet pas forcément seulement d'être plus fort, ça vous permet d'avoir un mode robot qui vous permet de compenser la perte de la marche. Vous avez des gens qui ont des accidents de la colonne vertébrale, qui ont perdu l'usage de leurs deux jambes, qui ne le retrouveront jamais. Mais utiliser un exosquelette dans ce cas-là, l'exosquelette va fonctionner en mode robot et il va vous faire avancer vos jambes d'un mode robotique, hein, c'est-à-dire que le robot va pousser votre jambe pour que vous puissiez marcher. Là, on est un peu dans le fauteuil roulant du futur, ou est-ce que c'est de la rééducation? Alors, on est dans le fauteuil roulant du futur, mais les applications médicales étant tellement diverses et tellement variées, les pathologies étant tellement diverses et tellement variées que, en fait, entre la personne qui ne retrouvera jamais l'usage de ses jambes et puis la personne qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, va retrouver l'usage de ses jambes juste après un accident de la colonne léger, eh bien, il y a toute une diversité de pathologies pour lesquelles il faut que le même exosquelette soit réglable et configurable en fonction de l'évolution de la pathologie du patient. Maintenant, on va parler de votre industrie à vous et d'Hercule alors. Quel est votre exosquelette? Alors, nous, on n'est pas du tout dans le secteur médical. Nous, on est dans la collaboration homme-robot, mais pour renforcer les capacités de l'homme et lui permettre de travailler longtemps sans engagement physique trop important par rapport notamment aux recommandations de la CARSAT et aux réglementations en vigueur. Donc l'idée c'est de dire, et ça c'est le motto de l'entreprise de RB3D, l'idée c'est de dire facilitons le travail dans l'industrie en faisant collaborer l'homme et la machine pour effectuer une tâche dans les meilleures conditions d'ergonomie et de facilité de production de cette tâche. Donc l'exosquelette, dans ces cas-là, va permettre de faire quoi? Une application très simple, c'est dans les entrepôts logistiques, vous avez des gens qu'on appelle des manutentionnaires qui, à longueur de journée, font et défont des palettes. Ils portent des cartons plus ou moins lourds et toute la journée. On a fait des calculs, dans certains cas, ils portent plus de 15 tonnes par jour. 15 tonnes par jour, c'est 3 fois la limite recommandée par l'assurance maladie. Avec un exosquelette, vous ne portez plus le poids de la caisse. Donc vous faites le même geste, mais vous n'avez plus le poids de la caisse puisque c'est l'exosquelette qui le porte. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler toute la journée sans vous fatiguer. Vous m'avez parlé des industriels, des militaires. Quand est-ce que je pourrais faire mon déménagement si mes potes ne viennent pas m'aider à déplacer mes cartons avec un exosquelette? Est-ce qu'on pourra louer des exosquelettes pour la maison? Quand est-ce que ça arrive? Ah oui, mais alors moi j'y crois fort, c'est-à-dire que un des business models auxquels on réfléchit, c'est un petit peu comme les entreprises de location que vous connaissez tous aujourd'hui, Kiloutou et autres. Autant vous pouvez aller louer une pelleteuse pour creuser un trou dans le jardin. Moi je pense qu'après les années 2020, on pourra certainement louer son propre exosquelette pour aller faire un déménagement pour la journée.